En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 16 juin 2026 et je reçois Marie Eloi, journaliste, autrice, entrepreneur et grande promotrice de la mixité en France. Journaliste à RFI, cofondatrice d'une école Montessori en Bretagne, fondatrice de Femmes de Bretagne, puis Femmes de Territoire, puis de Bouge ta boîte, et aujourd'hui à l'origine de World with Women. Elle est aussi décorée de l'Ordre national du mérite en 2021 et fait partie du palmarès Forbes 50 over 50 en 2025. Ce qui m'a frappé le plus chez Marie, c'est tout ce qu'elle a traversé pour en arriver là, sa montagne russe de vie, et de comprendre comment elle a fait pour continuer malgré tout. Ce que vous vous apprêtez à écouter, c'est une voix, un propos auquel il est difficile de résister. Bonne écoute. Bonjour Marie, bienvenue à Brave. Merci Marie-Josée, je suis ravie d'être avec vous. On avait convenu qu'on se tutoierait, est-ce que ça te va? Avec grand plaisir, c'est encore mieux. Excellent. Puis merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour les gens qui connaissent pas Brave, là, c'est vraiment un balado où on explore la vie de gens qui ont du courage. Puis entre toi et moi, Marie, là, avec le temps, j'ai réalisé à quel point des vies de courage, il y en a. Il y a surtout des vies de courage. Et ce qui nous intéresse toujours, c'est de comprendre quels sont les moments clés de ces vies-là qui font que la personne a réussi sa vie, a de l'impact aujourd'hui. Mais dans les hauts et dans les bas, parce que c'est pas des longs fleuves tranquilles, nos vies, n'est-ce pas? Et quand je pense à ta vie, je vois vraiment là des montagnes russes, mais des montagnes russes vraiment là, bien définies, là, bien hautes et bien basses, mais avec beaucoup d'impact positif. Toi, comment l'aperçois-tu ta vie, Marie? Oui, c'est ça. Et en fait, ça m'a aidé à me dire, je vais toujours faire de mon mieux. Et je m'en sors comme ça. C'est-à-dire, je me suis appliquée à toujours faire de mon mieux. Alors parfois, mon mieux, il est complètement nul. Parce que, comme tu dis, c'est un bas de la vie. Et parfois, mon mieux, il est extraordinaire parce que je suis dans un haut. Et parfois, il est juste correct et c'est très bien aussi. Mais du coup, en faisant de mon mieux, en fait, j'ai aucun regret et j'avance et j'adore tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait. Même les moments les pires, même les moments de jachère, ça m'a tellement apporté aussi. Je changerais rien. Génial. Tu es née en 1975 à Paris, mais tu as grandi dans un tout petit village des Hauts-de-France du nom de Bois-Grenier. Il y avait moins de 1500 habitants. Tu étais entourée de nature, puis tu avais 2 petits frères. Tes parents étaient méditants et végétariens avant l'heure. Qu'as-tu appris d'eux? Oui, t'as raison. Je suis juste née en région parisienne, mais j'ai grandi dans un tout petit village. Donc j'étais tout le temps avec mes bottes de pluie aux pieds et j'étais dans le jardin avec toutes les plantes parce qu'on avait un très grand jardin potager bio. Et comme tu l'as dit, mes parents méditaient, ils faisaient du yoga dans les années 70-80. C'était quand même assez exceptionnel, en tout cas différent. Donc mais je m'en rendais pas compte et en fait ils m'ont donné toutes ces valeurs là de nature, d'importance, de ce qui compte dans la vie, c'est-à-dire le lien humain, le lien au vivant, des valeurs aussi de tout est possible et très peu de conformisme. Et aussi ils m'ont montré qu'on pouvait faire différemment et qu'en fait finalement on pouvait avoir ce temps d'avance qui était pas perçu au moment voulu, qui pouvait faire grincer des dents, qui pouvait se dire mais qu'est-ce qu'ils font, ils sont différents, et en fait avoir ce temps d'avance qui est nécessaire. Et à l'adolescence j'ai tout rejeté, je me suis dit mais n'importe quoi, ils font n'importe quoi, c'était pas du tout ce qui m'attirait, et en fait ils avaient raison. Ben oui, parce que j'imagine que tu as gardé des choses d'eux aujourd'hui dans ton mode de vie. Alors même il est fou ton mode de vie, mais qu'est-ce que tu as gardé? Alors, je suis nulle pour pousser les plantes, ça, j'y arrive pas bien. Mais par contre, je fais du yoga, de la méditation, je mange bio. J'ai très tôt fait une formation en communication non violente pour mes enfants. J'ai cofondé une école Montessori, mais parce que c'était l'état d'esprit à la maison.
Donc, et avec mes frères, on s'est rendu compte que tous les trois, on est très différents, mais on fait exactement ce qu'on aime. Et on s'est autorisé à sortir des sentiers battus. Et pour ça, je remercierai jamais autant assez mes parents qui nous ont permis, qui nous ont dit, mais en fait, faites ce que vous aimez, c'est ça qui compte. Faites ce que vous aimez. Ils nous ont autorisés à faire ça. Et ça, je sais que c'est immense comme cadeau. Tout à fait. En 4e, tu as 13 ans. Et là, tu vas faire la rencontre avec ton rêve, le journalisme. Raconte-moi ce moment-là. Parce que on n'avait pas la télé, enfin si on avait une toute petite télé, tu sais, de 15 cm sur 15 cm avec une antenne qui tenait pas la route, en noir et blanc, et on avait très peu de médias chez moi. Donc je connaissais pas ce métier de journaliste. Et un jour, il y a mon prof de français qui a fait venir son frère qui était grand reporter à l'Express. Et je me rappelle, il est monté sur une caisse en bois dans la cour de la récré. Et il a expliqué son métier. Et mais j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Je veux devenir journaliste à l'international. C'est fantastique. Tu vois, c'est vraiment tout un pan du monde qui s'est ouvert. Donc, avec mes premiers sous, je me suis acheté une radio. Et puis, en terminale, donc en dernière année de lycée, on devait présenter aux professeurs, devant un jury de professeurs, ce qu'on voulait faire comme métier. Et donc, moi, tu vois, avec toute ma naïveté, je dis, moi, je vais être journaliste à l'international et tout. Et là, je me suis fait descendre par le jury qui m'a dit, mais tu n'as pas les compétences, tu n'as pas la culture, tu n'as pas le réseau, tu n'y arriveras jamais. Je me rappelle que je suis rentrée chez moi en pleurant. Je suis restée dans ma chambre, je pense, pendant 2 jours sans parler à personne et je me suis dit, plus jamais j'en parle. Et donc, j'ai fait des études de droit parce que je savais pas trop quoi faire. Et un jour, j'ai un prof de TD, donc de travaux dirigés, qui m'a regardée et il m'a dit, avec qui je m'entendais bien parce que c'était un jeune, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire toi en vrai? Et je lui dis, en fait, c'est vrai que j'aimerais bien, il y a quelque chose que j'adorerais faire, c'est être journaliste à l'étranger, à l'international. Mais tu sais, je disais ça avec une petite voix, en bafouillant, en ayant honte. Je devais être certainement très rouge parce que je suis très timide de nature. Et il m'a regardé et il m'a dit, mais c'est exactement pour toi ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un média Ouest France en presse quotidienne régionale et je leur ai dit, est-ce que je peux faire un stage chez vous? Et j'ai été prise en stage. Mais tu te rends compte, il m'avait pas encouragée. À quel point c'est important l'encouragement des autres. Ben oui, mais il y a le découragement des autres aussi, là. Là, t'as 17 ans, t'es en terminale et c'est organisé par l'école. Tu vas faire ce qu'ils te demandent, c'est-à-dire dire ce que tu veux faire dans la vie et ils vont te descendre. Explique-moi, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui une telle réaction des professeurs, tu penses? Tu sais, quand je raconte ça, souvent on me dit, moi c'était pareil sur tel domaine, sur tel domaine. Il y a un côté aussi assez français où on dit, mais en fait c'est pas possible. Et on se rend pas compte à quel point, comme tu l'as dit, ça te décourage. Et à l'inverse, si quelqu'un m'avait dit, mais oui, c'est fait pour toi, les ailes que ça m'aurait donné. Donc aujourd'hui, quand je rencontre une femme ou un homme, peu importe, qui me dit, moi j'ai tel projet, mon premier réflexe, c'est de penser à ça et de me dire, mais en fait, encourage. Parce que peut-être que ça n'arrivera pas exactement sur ce chemin-là, peut-être qu'il sera sinueux, peut-être qu'il y aura des tonnes d'obstacles, mais au moins, ils savent qu'il y a une personne qui croit dans leur capacité à réaliser ce projet-là. Et donc, on a, quand quelqu'un ose nous confier son projet ou son rêve, on a tellement de pouvoir sur lui en lui disant, mais vas-y, on sait jamais ce que ça peut donner. Et tu vois, des fois, je rencontre des personnes qui me disent, je vous avais rencontré il y a quelques années, vous m'aviez dit que mon projet était super et j'y suis allée et je me rappelle plus de la personne, mais je me dis, j'ai bien fait, quoi. Donc, je renverse ce qui m'a été fait, tu vois. Ben oui, puis je pense aussi, on en reparlera tantôt parce que c'est un de tes grands gestes, c'est l'école Montessori. C'est une réponse à ça aussi, j'ai l'impression. Je veux dire, tu voulais pas que tes enfants subissent un tel traitement. Oui, c'est ça, c'est la même chose, tu vois, c'est le même lien. L'école Montessori, c'est ce que j'avais vu un peu partout dans le monde quand j'étais journaliste. Et je savais que c'était extraordinaire pour la confiance en soi, pour aller aussi loin que possible vers ce qu'on aime, etc. Et donc, c'est pour ça que j'en ai cofondé une, parce que je voulais ça pour mes enfants. Il n'y en avait pas dans le petit village en Bretagne où j'habitais ensuite. Et effectivement, ça autorise, ça permet d'aller à son rythme. Peu importe le rythme, en fait, on s'en fiche. Donc, des moments clés de ta vie, là, 13 ans,
tu rencontres ton rêve, le journalisme, 17 ans, douche froide en terminale, mais à 18 ans, tu fais quelque chose. Le jour de tes 18 ans, qu'est-ce qui se passe le jour de tes 18 ans? Alors, c'est le jour du baccalauréat. En France, et je l'ai le matin. Le midi, je passe mon permis de conduire que j'ai. L'après-midi, je me fais enlever les dents de sagesse. Le lendemain, je pars en Bretagne parce que j'avais vraiment besoin de prendre cet élan et d'aller vivre en Bretagne où on passait nos vacances quand on était petits avec mes parents au camping de Dinard. Puis après, on a eu une toute petite maison, un garage transformé en maison. Et moi, je voulais vivre là-bas. Donc, à 18 ans, j'ai tout eu, tu vois, tous les tampons. Et je suis partie pour faire du droit parce que je savais pas trop quoi faire. Ah ouais, juste pour ça. Je savais que je voulais quelque part en mon fort intérieur devenir journaliste et que si on voulait faire une école de journalisme, le droit était un des chemins. Donc, je gardais ça en moi secrètement, tu vois. Et là, tu as fait 4 ans à Rennes et tu vas faire aussi une année à Nottingham, en Angleterre. Comment tu es pendant ces années-là? Je suis quelqu'un qui a très, très peu de confiance en moi. Je suis extrêmement timide. Et donc, je pense que je me cherche un peu. Donc, je lis beaucoup. J'essaie de retrouver de la confiance. Et là, je commence à faire des stages en journalisme. Et c'est là où je suis la plus heureuse du monde. Tu vois, je fais notamment un stage en radio, dans la petite radio locale de Saint-Malo en Bretagne. Radio Force 7. Et on est 3 stagiaires même à un moment. On dort ensemble, on a une chambre toute moisie, on dort ensemble dans le même lit parce qu'il y a vraiment pas d'argent et on a les clés de l'antenne pendant 2 mois. Mais alors les pauvres habitants de Saint-Malo qui nous ont écoutés faire les infos pendant toute cette période-là parce qu'on se marrait à l'antenne, on a fait tous les concerts possibles. C'était vraiment extraordinaire, tu vois, de savoir qu'on pouvait avoir cette liberté-là. Et j'étais à ma place, j'ai adoré découvrir ça. Et après 5 ans en droit, tu vas réussir les concours pour entrer à l'école de journalisme à Paris. Et tu te rapproches de RFI, qui est ton employeur de rêve. Tu as raison, c'était mon rêve absolu. Donc, je rentre au CELSA et là, la seule chose qui m'intéresse, c'est la radio parce que j'avais goûté à ça et j'avais vraiment eu un flash quand j'avais vu à quoi ça ressemblait. Et puis l'international, donc j'écoutais que Radio France International, qui est l'équivalent aussi de BBC World Service. Et donc, je les ai harcelés. J'ai laissé des messages sur les répondeurs parce qu'à l'époque c'était ça. On laissait des messages sur les répondeurs en disant que je voulais faire un stage chez eux et à force de les harceler, il y a Emmanuel Bastide qui avait une émission quotidienne sur l'éducation qui m'a dit bon, t'as l'air très motivé, toi, viens me rencontrer et donc j'ai fait un stage de 6 mois gratuit à l'époque à Radio France Internationale et tu vois. Emmanuelle Bastide, je suis toujours en lien avec elle. On se voit même lundi soir, ce qui est incroyable parce qu'on a toujours des liens très, très forts. Donc, j'ai commencé ce stage-là et ça a été fantastique parce que très vite, ils m'ont permis de voyager. Et donc, j'ai voyagé dans une 50aine de pays en tant que journaliste, ce qui était un luxe incroyable. On avait gagné un appel de projets au niveau européen et donc on avait une liste de pays. Donc moi j'avais ma liste de pays à faire, je faisais des reportages longs et donc je passais une semaine à essayer de contacter des personnes au téléphone dans les pays, essayer de voir quels étaient les grands enjeux, les grandes difficultés sur l'éducation, la santé, qui étaient les sujets pour lesquels je travaillais. Et puis ensuite j'allais dans ce pays toute seule avec mon micro, je les rencontrais, je faisais les reportages, je rentrais en France, je les montais, je les présentais à l'antenne, c'était le rêve, en fait. C'était vraiment ce que j'avais imaginé quand j'étais plus jeune. Génial. Tu as fait ça pendant 7 ans. Puis tu avais surtout les sujets féminins, tout ce qui est éducation, santé, droits de femmes, droits des femmes plutôt, inégalité. Mais tu couvrais aussi les viols comme arme de guerre, l'excision, les crises humanitaires. C'était quoi ton niveau d'intérêt pour ces sujets-là à ce moment-là? J'ai eu la chance de remplacer celle qui présentait l'émission sur les droits des femmes, donc je me suis acculturée à ce sujet-là, mais à l'époque, on n'en parlait vraiment pas. Donc pour moi, tout ce qui était droits des femmes, c'était
tout ce qui était excision, tu vois, les choses, les viols comme arme de guerre, vraiment ces sujets-là. Et je mesurais pas qu'en fait l'égalité c'était dans tous les pans de la vie, que ça me concernait aussi, que c'était aussi dans mon pays en France, dans les pans économiques, politiques, de santé, enfin vraiment de culture, de sport, partout. À l'époque, on ne mesurait pas ça et on en parlait encore très peu. Et là, c'est là où on voit que l'éveil, c'est vraiment l'éveil est vraiment là depuis quelques années, mais c'est très récent. Ouais. Puis toi, ton éveil, justement, est-ce qu'il s'est fait à partir de ce moment-là? Est-ce que c'est devenu comme une obsession pour toi? En tout cas, ça m'a acculturée. C'était le début et c'est une pièce du puzzle qui fait que aujourd'hui, c'est mon cheval de bataille absolu et que c'est ma mission de vie et que je mets toute mon énergie dedans. Parce que j'ai commencé, je pense, sur ces sujets-là avec les pires sujets d'ailleurs. Après ce premier chapitre, la montagne russe va continuer et va même se creuser. Et vous apprendrez comment Marie s'est reconstruite alors qu'elle était complètement par terre. Tu as été 7 ans là, et c'est dans cette période-là où tu as rencontré ton futur mari puis le père de tes enfants, de tes 2 enfants. Mais malheureusement, votre fille Maëlys a eu des enjeux de santé puis tu as décidé d'arrêter de travailler pour t'en occuper. Comment t'es-tu sentie avec l'idée d'abandonner ton travail de rêve à ce moment-là? Déjà, j'en avais énormément profité parce que j'avais tellement voyagé et j'avais vécu des situations tellement incroyables. Enfin, tu vois, tellement d'aventures dans le monde entier que, en termes de souvenirs et d'impression d'avoir d'avoir fait ma part, j'étais vraiment comblée. Et puis, quand t'as un enfant qui va pas bien, c'est ta priorité. Et tu vois, on s'est même pas posé la question avec mon ex-mari, parce que depuis c'est mon ex-mari, de qui s'arrêtait de travailler. Finalement, c'était moi, la femme, qui devait arrêter de travailler. Et on est parti habiter dans un petit village en Bretagne. Puis quand tu repenses au fait que c'est toi, ça a été automatique, une décision automatique, comment tu te sens par rapport à ça? Ben, c'est avec le recul où je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, c'est dingue, on n'en a même pas parlé, tu te rends compte? C'était logique. Oui. Puis vous allez vivre en Nouvelle-Zélande quelque temps pour la guérison de ta fille, puis toi et elle, vous allez rester plus longtemps. C'était comment pour toi de vivre à l'autre bout du monde? J'avais déjà vécu en Nouvelle-Zélande pour l'America's Cup, la Coupe de l'America, qui est une course de voile mythique, très connue. J'avais travaillé là-bas en 2002-2003, de mémoire. 2003-2004. Et donc, j'étais tombée en amour de ce pays, comme on dit chez vous. Et là-bas, j'avais fait de la chute libre aussi, donc du free fall, du skydive. Et j'habitais à un moment sur la drop zone, donc sur la zone de lancement des parachutistes. J'habitais là et on était que 2 filles. Et l'autre fille, c'était une Hongroise, Piri, et qui atterrissait toujours dans les arbres d'ailleurs, alors qu'elle était 1000 fois plus douée que moi. Moi, j'ai pas beaucoup de sauts, hein. J'ai fait que 43 sauts en parachute, ce qui est pas énorme, mais pour quelqu'un d'archi peureux comme moi, c'est beaucoup. Mais elle avait, je sais plus, 800 ou 900 sauts. Et en fait, quand je suis retournée avec ma fille en Nouvelle-Zélande, on s'est retrouvés là-bas. Et elle avait aussi un enfant qui avait des problèmes de santé, donc on est restés tous les 4 et on a travaillé ensemble. C'était absolument fantastique. Et c'est là aussi où j'ai encore revu les écoles alternatives et je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que ma fille, elle soit dans une école comme ça. Et à mon retour en France, j'ai commencé à parler de ce sujet-là, à dire, mais est-ce qu'il existe une école alternative, Montessori, pas loin de chez nous? Et il n'y en avait pas. Oui, à ce moment-là, tu vivais à l'Armor-Baden, en Bretagne. Puis j'ai l'impression que cette rencontre-là aussi en Nouvelle-Zélande, c'est la sororité qui naît de plus en plus ou qui devient de plus en plus importante dans ta vie. Puis effectivement, cet éveil par rapport à l'absence d'une école que tu veux pour tes enfants. Et puis moi, j'ai l'impression que à ton retour en France, tu vas vraiment devenir Marie-Éloi. Quand je regarde ton parcours, je me dis, là, parce que tu vas faire quelque chose d'incroyable. Je comprends que tu as fait 43 sauts en parachute, malgré une peur très, très vive. Donc ça, c'est assez incroyable. Mais quand même, moi, je connais pas beaucoup de parents qui se rendent compte que l'école qu'ils veulent n'existe pas. Donc, ils vont la créer. Et ça, c'est vraiment toi.
tu vas faire quelque chose d'incroyable. Tu vas la créer, mais avec quelqu'un d'autre. Vous êtes deux. Puis donc, c'est quoi cette école-là qui manquait pour toi? Donc avec une autre maman, Manuela Raden, parce qu'en fait, à force d'en parler autour de moi, je me dis, en fait, il y en a pas. Donc, on me met en lien avec cette maman que je connaissais pas. On se retrouve devant une école à l'abandon qui est magnifique, avec du parquet par terre, tout proche de la mer. On se regarde et on se dit, mais en fait, on va la créer l'école. Mais on se connaît pas. Moi, j'ai jamais rien créé de ma vie. Je suis journaliste, je sais même pas faire un PowerPoint, un Excel, enfin tous ces trucs-là, je ne sais pas faire. Et on y va. Vraiment, c'est la citation de Mark Twain. Tu sais, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc elles l'ont fait. C'est vraiment ça. Parce que le mardi suivant, on présente notre projet d'école Montessori à l'association qui détenait les locaux. On l'a à l'unanimité. On est en avril 2011. On dit qu'on va ouvrir l'école en septembre 2011 parce que nos enfants ont l'âge, donc il faut le faire. Mais on se rend pas compte, tu vois, à quel point c'est utopique. Donc le mardi d'avril 2011, on a les locaux. Le jeudi matin, mon ami nettoie l'école avec sa famille. Et moi, avec ma fille de 3 ans, on fait des grandes pancartes jaunes sur lesquelles est écrit « Nouvelle école Montessori, porte ouverte ce week-end », on est jeudi, ouverture en septembre, on est au mois d'avril. Et ces pancartes, on les met sur tous les ronds-points à 30 km à la ronde. Depuis, j'ai appris que c'était interdit. Bref, pour te dire comment on y est allé, le samedi matin, avec ma nouvelle amie Manuela, on se regarde, on se dit, mais est-ce qu'il va y avoir du monde à notre école? Parce qu'on n'avait pas fait d'études de marché, on n'avait pas fait de campagne de communication, enfin, tu vois, à la base. Et en fait, c'était noir de monde. Et le dimanche soir, on avait reçu des dons pour acheter du matériel Montessori. Les écoles autour nous avaient donné des tables et des chaises. On avait recruté des enseignants qui s'étaient déplacés. Et surtout, l'école était complète pour 2 ans. Donc moi, en plus, j'étais enceinte de 6 mois, j'avais oublié de le dire. J'étais enceinte de 6 mois, donc j'ai accouché de mon fils en juillet. Mon fils est né en juillet. L'école a ouvert ses portes comme prévu en septembre. Tu vois, l'école, juste pour terminer là-dessus, ma fille a fait toute sa scolarité dedans jusqu'en 6e. Et elle existe toujours encore, cette école. C'est l'école Lénine à l'Armor-Baden. Donc tu vois, elle a ouvert ses portes en 2011 et on est en 2026, donc elle a 15 ans. Ce qui est incroyable. Oui. Moi, puis il y a une soixantaine d'élèves. Soixantaine d'élèves chaque année. Petit détail, Marie, t'as oublié de dire que t'es enceinte. Puis tu sais, il y a une expression anglaise qui dit « when it rains, it pours ». On pourrait traduire ça par « quand ça déboule, ça déboule ». Donc, tu crées l'école parce que tu sais pas que c'est impossible. Tu es enceinte de 6 mois et sans que tu le vois venir, au même moment, ton mari te quitte. Mon mari se barre. Et donc là est arrivée une nouvelle étape un peu complexe parce que du coup j'étais maman solo de fait avec 2 enfants dont un bébé et moi j'étais bénévole à temps plein pour l'école. Tu vois, donc j'avais pas du tout de rentrée d'argent. Donc j'étais au RSA, aux minima sociaux. Ça a été une période de précarité assez forte et très difficile, mais j'ai pu compter sur vraiment la sororité et l'aide de toutes les personnes de l'école. Je crois que mes enfants ont dû dormir chez toutes les personnes de l'école. On a reçu des vêtements. Enfin, tout le monde était là. Et puis en France, tu sais, on a des minima sociaux donc qui sont tellement utiles pour ces périodes difficiles. Parce que tu as 82% des familles monoparentales qui sont portées par des femmes et une grande partie qui est en précarité, donc en dessous du seuil de pauvreté, avec enfants. Donc c'est pas du tout isolé ce que j'ai vécu. On est vraiment très très nombreuses dans ce cas-là. Et heureusement qu'on a un soutien de l'État en France pour ces périodes compliquées. Et donc à ce moment-là, évidemment, j'étais pas très en forme ni physiquement ni moralement. Et tout le monde me dit, il faudrait que tu prennes le premier boulot venu, en fait. Mais moi, je pouvais pas. Je me suis dit, si je fais ça, mon moral, il va complètement descendre. Et en fait, j'ai vraiment besoin de tenir le coup pour mes enfants. Et tu vois, j'ai pas eu le courage de faire ça. Non. Parce que je me suis dit, il faut que je garde un peu de la joie qui est en moi, en fait, et que je tienne le coup et que j'en fasse quelque chose de plus beau. Cette période-là a duré combien de temps, Marie? Vraiment 2 ans. 2 ans au bas. Est-ce que tu te souviens d'un moment qui est le plus bas?
le plus Oh. difficile? Non, il y en a eu tellement et surtout, c'était une période, tu vois, il y a quelques années, j'étais avec mon mari, puis je me dis, tiens, tu te rends compte, ça fait des mois et des mois que j'ai pas pleuré. Et à cette époque-là, je pleurais tous les jours, en fait. Mais c'est tellement, enfin, on se rend pas compte de ce que portent les mamans solo. Et je sais qu'on est nombreuses. Tu vois, c'est une famille sur 4 en France. Enfin, c'est gigantesque et nos sociétés sont pas encore adaptées pour soutenir ces familles-là. Bref. Est-ce que ça a changé en toi, Marie, cette expérience-là? Mais en fait, c'était, tu vois, avec le recul, c'était fondamental. Parce que ce que je me suis dit, c'est que moi, ça m'a mise en miettes. Mais l'intérêt d'être en miettes, c'est qu'ensuite, quand tu te reconstruis, tu choisis les petits bouts que tu vas mettre pour te reconstruire. Et t'es pas obligé de prendre tout ce qui t'a conditionné, tu vois, tous les conditionnements, tout ce qu'on attend de toi de la société. C'est des périodes aussi où tu vois vraiment les gens qui t'aiment vraiment. Parce que ceux qui t'aiment pas vraiment ou qui sont là pour autre chose, bah, ils sont plus là, cette période-là. Et donc, du coup, tu te rends compte que tant qu'à faire, autant être vraiment toi-même quand tu te reconstruis. Parce que les gens qui t'aiment, ils sont là. Et que les gens qui sont là pour d'autres raisons, bah, finalement, ils seront pas là. Donc, ils comptent pas, en fait. Donc, ça m'a permis de me reconstruire en me disant, voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce qui compte pour moi. Et d'être vraiment le plus fidèle à mes valeurs. Et je me rappelle, à cette époque-là, j'avais mis les accords Toltec. Je sais pas si tu connais, partout dans la maison. Fais de ton mieux, etc. Une parole impeccable. Et en fait, je me suis reconstruit avec ça. Et en imaginant, en visualisant beaucoup la vie que je voulais avoir. Donc, mon amoureux, à quoi je voulais qu'il ressemble, tu vois. Donc, je l'ai vraiment imaginé dans tous les détails. Et c'est incroyable parce que mon mari, aujourd'hui, c'est lui, c'est l'amoureux que j'avais imaginé. Comment je voulais être, ce que j'avais envie de faire, quelles étaient les valeurs importantes pour moi. Donc, c'est des périodes finalement ces périodes-là les plus difficiles ou de jachère. En fait, et après chacun le vit comme il peut. Et puis moi, j'ai pas eu de deuil, j'ai pas eu de trucs terribles. Tu vois, après tout, c'est assez banal. Mais moi, ça m'a permis de me renforcer, en fait, et de me trouver. Ouais. Et comment est venu l'appel de ta prochaine création? En fait, c'est vraiment l'intuition, je pense, que j'ai développée en voyageant beaucoup. Parce que quand tu voyages, mais quand tu fais aussi des choses différentes, t'as pas besoin d'aller au bout du monde, hein. Quand tu fais des choses différentes, finalement, tu sors de ta zone de confort. Et faire des choses différentes, ça peut être très très simple, hein. J'ai rencontré une entrepreneuse qui me disait, moi, en fait, j'avais été licenciée, j'étais en burn-out, en dépression, etc. Et je me suis dit, chaque jour, je vais faire un défi différent. Et son premier défi, c'était d'aller à la caisse du supermarché, demander, tu sais, quand t'as des points à la caisse du supermarché, de demander les boîtes Tupperware en échange des points. Et donc, son premier défi, c'était ça. Et la caissière avait dit, mais oui, bien sûr, elle lui avait donné. Et en fait, à chaque fois que tu fais des choses que t'as jamais faites, des choses que tu n'oses pas faire habituellement, et moi, j'en ai fait beaucoup en voyageant, parce que du coup, t'as plus de repères. Donc, en fait, t'es obligé de te fier à toi et à ton intuition. Ça aiguise ton intuition, ça aiguise ta confiance en toi. À chaque fois que tu fais quelque chose de différent, c'est là où finalement tu te retrouves et tu dis oui, je peux me faire confiance. Et donc avec l'école Montessori, j'avais vu beaucoup de sororité au sein de l'école que je connaissais peu en fait, parce que tu vois, en France on valorise énormément la fraternité, c'est même écrit sur les frontons des mairies, liberté, égalité, fraternité. Mais la sororité, c'est tout aussi puissant, mais c'est pas valorisé du tout. C'est toujours questionné. Et au sein de l'école, il y avait beaucoup de mamans. Il y avait beaucoup de papas aussi qui faisaient énormément, mais surtout beaucoup de mamans. Et entre nous, on s'encourageait dans nos vies professionnelles. On disait, mais ce projet-là, c'est super, vas-y. Et en fait, ça donne des ailes de s'encourager. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais... Et donc, je me suis dit, ça serait fantastique si à l'échelle de la Bretagne, donc ma région, on arrivait à faire un réseau pour s'encourager entre nous dans nos projets. Et moi, à l'époque, je me voyais pas entrepreneureux. J'aurais pas osé pousser la porte d'un réseau. Je me sentais pas capable de ça. Et du coup, je voulais un réseau qui nous ressemble, où on s'encourage dans nos projets professionnels.
Et donc, à force de frapper à toutes les portes, le réseau Femmes de Bretagne est né, un réseau d'entraide pour toutes celles qui veulent aller aussi loin que possible dans leur projet d'entreprise ou d'association, peu importe. Et ça a été très vite un grand succès. Ça a été très vite un grand succès. Et depuis, ce réseau Femmes de Bretagne, ça fait 500 événements par an en présentiel sur l'entrepreneuriat. Et ça a dépassé la Bretagne. Oui, alors ça, c'est né en 2014. En 2018, on l'a dupliqué au niveau national. Donc, ça s'appelle Femmes des territoires. C'est devenu le plus grand réseau d'entraide pour les entrepreneuses en France. On a accompagné, je crois, 25 000 entrepreneuses en France depuis 2019 dans plus d'une centaine de villes avec plusieurs milliers de rencontres et d'ateliers par an. Et en parallèle, j'ai aussi créé un autre réseau qui s'appelle Bouge ta boîte, qui est un réseau business cette fois pour celles qui sont déjà en activité et qui était dans 175 villes et qui faisait 5000 réunions de travail par an. Donc tu vois, le petit étincelle de démarrage a fait que ça a grandi parce qu'il y avait un besoin et parce que cette sororité-là, elle est tellement utile pour développer l'entrepreneuriat des femmes. Et Bouge ta boîte a dû fermer ses portes l'année dernière parce qu'en fait, il y avait un modèle économique qui était à la fois sur les adhésions des entrepreneuses, mais très peu cher, 3-4 fois moins cher qu'un réseau mixte où les femmes sont peu présentes. Et à la fois des formations dans les grands groupes sur les carrières des femmes. Et nous, tu sais, on a eu la dissolution de l'Assemblée nationale qui a fait que les budgets des grands groupes ont été gelés. Et le premier budget qui est gelé à chaque fois, c'est celui des femmes. Donc, tous nos contrats ont été gelés ou reportés. Et pour une petite entreprise, c'est très compliqué. Donc, on a cherché un repreneur pour que le mouvement continue et que ça soit plus solide que nous. Avec Trump, tu vois, tout ça, enfin, franchement, il y avait plus du tout de flux d'argent sur nos sujets. Donc, il fallait trouver quelqu'un de solide. On l'a trouvé au tribunal et on a travaillé avec eux. Et la veille de la session officielle, c'est-à-dire au moment où on devait dire « Bouge ta boîte, rejoins ce grand groupe-là », ils se sont désistés. Et donc, le lendemain, à 8h du matin, on a dû licencier tout le monde et annoncer que le mouvement s'arrêtait. Tu vois, j'étais dévastée à nouveau. Je me suis dit, en fait, tout ce qu'on a fait, c'était vain, ça a servi à rien. Et c'était vraiment très dur. Et en fait, on a reçu des milliers de messages de personnes qui disaient, mais en fait, ça a tout changé pour nous, ce réseau. Et on va prendre le relais. Et j'ai compris que, tu vois, qu'une action engagée, elle peut pas mourir, qu'elle donne envie aux autres d'activer leur propre puissance. Et depuis, ce réseau, il continue sans nous, dans toute la France. Et Femmes des territoires, le réseau d'entraide, lui, il poursuit sa lancée très fortement. Je voulais savoir ce que tu avais appris. Donc, tu viens de me le dire. Est-ce que tu as appris autre chose à travers ces deux organisations-là? Oui, que la mixité, tout le monde s'en fiche. Qu'il n'y a pas du tout de financement, de volonté d'arriver à la mixité. Et c'est quelque chose qui m'a énormément perturbée parce que, tu l'as dit, j'étais journaliste. Du coup, j'ai énormément travaillé les études sur ce sujet d'égalité, de mixité. Et vraiment, toutes les études le disent. Plus il y a de mixité, plus on compte autant sur les femmes que sur les hommes. Plus il y a de paix, par exemple. Alors aujourd'hui, 90% des négociations de paix se déroulent sans aucune femme, même pas une. Et on sait que quand il y a de la mixité, la paix arrive plus vite, les pays se reconstruisent plus rapidement, la paix dure plus longtemps. C'est pareil sur l'environnement. Plus il y a de mixité, plus il y a de protection de l'environnement. Le genre être femme est même déterminant pour protéger l'environnement. Et pourtant, aujourd'hui, il y a très, très peu de fonds qui financent ces associations-là, qui agissent à la fois sur les femmes et l'environnement. C'est 0,2% des fonds. C'est pareil pour l'économie, c'est pareil pour tous les sujets. Et en fait, il n'y a pas d'argent sur la mixité, il n'y a pas d'encouragement sur la mixité. Et on reste dans ce statu quo. Et en fait, c'est pour ça que j'ai écrit le livre « Les femmes sauveront-elles le monde ?» aux éditions Erol. C'est parce que je comprenais pas. J'avais l'impression de me batailler pour dire mais on a besoin des entrepreneuses, on a besoin de femmes dans les fonctions de manager, on a besoin de femmes dans les postes de décision, de voir toutes ces études qui montraient que ça changeait tout quand il y avait de la mixité, et en face, de voir que tout le monde, pas tout le monde, mais de voir qu'il n'y avait pas de volonté ni d'argent sur ce sujet-là, alors que c'est nécessaire pour toutes et tous, c'est au bénéfice de toutes et tous. Si les questions de mixité vous intéressent vraiment, et après ce que vous venez d'entendre, j'espère que c'est le cas, je vous encourage vraiment à lire son livre
les femmes sauveront-elles le monde? C'est dense, documenté, ça se lit vite, comme un grand argument implacable. Tu as quand même eu un cheminement par rapport à ce livre-là. Tu avais écrit 70 pages, tu les as jetées, tu as recommencé, tu les as encore jetées. Pourquoi c'était si difficile de t'autoriser, toi, à écrire ce livre? Et pourtant, c'est clairement un livre vital. Donc, explique-moi un peu le cheminement psychologique de la personne qui a écrit ce livre. Merci Marie-Josée, ça me touche. Mais en fait, nous les femmes, on a tellement de biais. Tu sais, c'est l'effet golem. L'effet golem, c'est quand tu prends une catégorie de personnes et que tu lui dis que c'est une catégorie qui n'a pas confiance en elle, qui n'ose pas, pour qui ça va être plus difficile, et qu'en parallèle, tu mets pas cette catégorie en position de pouvoir et de visibilité. Cette catégorie, elle sous-performe. Ça, c'est nous les femmes. C'est pour ça qu'on a autant de syndrome de l'imposteur, de machin, de trucs. C'est parce qu'on nous met pas en position de pouvoir ni de visibilité. Tu vois, en France, sur notre catégorie, business, patron, dans les personnalités les plus médiatisées, t'as que 1% de femmes médiatisées. Donc, comment veux-tu te dire que c'est possible? Donc ça, c'est nous. Et en parallèle, quand tu prends une autre catégorie, enfin, un autre groupe de personnes et que tu leur dis qu'elles y vont, qu'elles vont oser prendre des risques, qu'elles sont fortes, qu'elles peuvent aller plus loin, que tu les mets en position de pouvoir et de visibilité, cette catégorie, elle surperforme. Et ça, c'est l'effet Pygmalion. Tu vois de quoi je veux parler. Tant et si bien que tu as un homme sur deux aujourd'hui qui est tellement boosté par l'effet Pygmalion qu'il pense qu'il est capable de prendre les manettes d'un avion si le pilote de l'avion s'évanouit. Et nous, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, quand on parle des femmes, on parle toujours de leurs freins, des obstacles, des machins, du manque de confiance. Et aujourd'hui, on a besoin de montrer les forces des femmes et de les pygmalionner, de montrer ce qu'elles apportent au territoire, à l'environnement, à la société. Et donc, moi, je suis comme tout le monde, en fait, je suis bourrée de biais. Je suis bourrée de ce truc-là. Et donc, c'est hyper dur pour moi de me dire, je suis légitime. Alors, déjà, j'ai eu du mal à me sentir légitime comme entrepreneuse. Mais ensuite, comme autrice, c'était hyper dur, tu vois. J'avais jamais écrit de livre. Donc, comme tu l'as dit, j'ai écrit plein de fois, plein de morceaux. Et j'ai tout jeté à chaque fois. Et puis, un jour, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, mais en fait, je me suis regardée en face et je me suis dit, si j'écris pas ce livre, avec tout ce que je vois dans les territoires, avec les milliers de femmes avec lesquelles j'ai échangé, avec toutes les études que j'ai lues, je vais mourir. En fait, je me respecte pas. Donc, je me suis dit, allez, je le fais. Et là, à ce moment-là, je te jure, je crois que c'était le même jour, j'ai reçu un mail des éditions Erol qui me disait, est-ce que vous avez envie d'écrire un livre parce qu'on aimerait bien avoir votre point de vue sur la mixité? Et je dis, mais c'est dingue. Donc oui. Et ça m'a obligée à l'écrire, tu vois. Wow! C'est les synchronicités. Incroyable. Et c'est quoi la vie de ce livre-là? Parce que moi, je l'ai lu, mais je suis pas en France pour voir comment il se porte. Depuis que tu as mis ça au monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a créé? Mais en fait, ce qui est extraordinaire, parce que du coup, maintenant, je fais beaucoup de conférences un peu partout sur la mixité pour expliquer pourquoi on a besoin de mixité et comment chacun et chacune d'entre nous peut agir. Les hommes aussi, parce qu'on a énormément besoin des hommes sur ce sujet-là. Donc, je fais beaucoup de conférences et à la fin de mon livre, je raconte l'histoire de l'Islande. L'histoire de l'Islande, c'est, tu sais, en 1975, c'était pas du tout un pays égalitaire. Il y avait que 5% de femmes députées. Les femmes gagnaient seulement 60% de la rémunération des hommes. Et un jour, les femmes ont dit stop. 90% d'entre elles sont descendues dans la rue et ont tout arrêté à la maison, au travail, de consommer, tout ça. Et le pays était complètement bloqué. Parce qu'il n'y avait plus d'école, plus de crèche, il n'y avait même plus de liaison téléphonique parce qu'il n'y avait plus de standardistes. Les hommes ont appelé ça le jour le plus long. Les enfants ont mangé des bonbons et des saucisses. Enfin, tout était bloqué. Et depuis ce jour-là, c'est le pays le plus égalitaire au monde. Parce que derrière, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour instaurer la mixité, l'égalité. 5 ans plus tard, a été élue la première femme chef d'État au monde. Et c'est aussi l'un des pays où les habitants sont les plus heureux et l'environnement le plus protégé, puisque tout ça est lié. Le bonheur, l'environnement, la paix, la mixité, tout ça est lié. C'est ce que j'explique dans mon livre. Et donc, à la fin de mon livre, je parle de ça et je dis, imaginez ce qui se passerait si on faisait ça au niveau mondial. Parce que si les hommes s'arrêtent, c'est un jour férié.
Si les femmes s'arrêtent, comme elles sont encore largement en charge du care, du soin des enfants, des bébés, des personnes âgées, vulnérables, de l'alimentation, de l'eau potable dans le monde, ça c'est incompressible, on est obligé de s'en occuper. Donc si les femmes s'en occupent pas, les hommes doivent prendre le relais. Et du coup, ils peuvent pas bosser non plus. Et du coup, tout est bloqué. Et du coup, je disais à quoi ça ressemblerait si on faisait ça dans le monde. Et donc, dans mes conférences, je disais ça, je terminais toujours par ça. Et les gens me disaient, ah, ça serait le chaos, ça serait la fin du monde. Moi, je leur disais, mais en fait, ça serait la fin de ce monde, parce qu'on serait enfin entendu. Et on aurait envie de mettre en place la mixité. On verrait bien à quel point c'est utile. Et s'il y a de la mixité, on le sait, il y a plus de paix, plus de protection de l'environnement, moins de violence, enfin tout ça. Et donc, je disais ça, puis les gens, ils me disaient, bah alors on le fait quand? Faut donner la date maintenant. Tu vois, et je commençais même à me faire engueuler des fois, en me disant, bah c'est bien beau, hein, nous on a envie de le faire maintenant, alors quand est-ce qu'on le fait? Et un jour, je faisais une conférence à nouveau, et il y a la journaliste qui m'a interviewée, qui me regarde à la fin, et elle me dit, elle s'appelle Caroline Bless, elle me dit, Marie, on le fait vraiment? Je fais quoi? Elle me dit, ouais, on le fait vraiment. Et j'ai fait, oh là là, franchement, je préférais que ça soit quelqu'un d'autre, tu vois, qui s'en charge. Moi, je m'étais dit, il y a quelqu'un qui va y penser, qui va le faire. Et du coup, j'ai dit oui. Et ça y est, c'est parti. On est en train de le faire pour de vrai, Marie-Josée. Le 13 octobre. Le 13 octobre, le mouvement, il s'appelle World with Women, le monde avec les femmes. Et on appelle toutes les femmes qui le peuvent à s'arrêter. À la maison, au travail, tu vois, on a d'autant plus de responsabilités, nous qui le pouvons. Moi, je risque pas de ma vie à parler de ça. Donc, on a encore plus de responsabilités, en fait. Donc, on appelle toutes les femmes qui le peuvent à s'arrêter. Si elles peuvent pas, porter un badge, à relayer sur les réseaux sociaux. C'est un mouvement qui est en format associatif. Il n'y a pas de président, pas de présidente. On est en gouvernance collégiale. Chacun peut s'emparer du mouvement. Tu vois, y a plein de gens qui trouvent ça sympa, le mouvement, mais moi, je veux pas qu'on le trouve sympa. Je veux qu'on s'en empare, qu'on s'implique, qu'on en parle dans sa rue, dans son immeuble, dans son association, dans son école, dans son hôpital, partout, en fait. Et qu'on dise, ben oui, on va s'arrêter ensemble parce que c'est la somme des actions qui va compter. Il n'y a pas un héros, une héroïne qui va venir nous sauver. C'est la somme des actions, et plus on sera nombreuses dans la rue, soutenues par les hommes engagés, plus on sera entendu. Si on est entendu, on pourra faire instaurer les mesures pour la mixité. Et s'il y a de la mixité, il y a la paix, la protection de l'environnement, et on a tellement besoin à l'heure où la planète brûle. Il y a moins de violence, il y a du mieux vivre ensemble. Enfin, tout le monde y gagnera, les hommes, les enfants, les femmes. Donc, c'est une question d'intérêt général d'agir maintenant. Et si j'ai dit oui pour avancer sur ce mouvement, c'est parce que moi, je pourrais pas me regarder dans la glace avec tout ce qui se passe pour mes enfants et de pas avoir essayé, de pas oser agir. Et je vois bien les obstacles qui sont devant nous, tu vois. Y a plein de gens qui sont défaitistes, d'autres qui disent, oh, ben, on va attendre de voir ce que ça donne. Mais en fait, si tout le monde attend de voir ce que ça donne, on va pas bouger. Alors que si on est ensemble, on peut vraiment changer les choses. Tu vois, en Islande, 90% des femmes, une journée, le pays le plus égalitaire. En Espagne, en 2018, 5 millions d'Espagnols pour lutter contre les violences. Mais ça s'est passé aussi en Amérique du Sud. Au Québec, vous avez fait énormément de choses aussi avec la Marche mondiale des femmes. Enfin, il y a énormément d'initiatives sur le continent américain aussi. Juste, on l'a jamais fait ensemble. Et à chaque fois que les femmes se sont unies, ça a transformé. Donc, c'est le moment de le faire. En tout cas, c'est un début. Et on commence avec le 13 octobre. Bravo. C'est super. Tu fonctionnes beaucoup avec des appels, Marie. Très intuitive. Mais à un moment donné, est-ce que tu calcules? Parce que je regarde ce que tu fais, tu es essentiellement bénévole depuis toujours. Tu as des petits revenus à gauche et à droite. Je sais que tu es chroniqueuse au journal Les Échos, encore aujourd'hui. Mais quand même, là, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, hey, il faudrait que je pense à moi, il faudrait que je me bâtisse une fortune, il faudrait que je... C'est quoi ta pensée par rapport à ça? Alors, en fait, j'ai vraiment découvert que les femmes et l'argent, il y avait un problème, et c'est pour ça que j'ai créé tous mes réseaux. Parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais bénévole à temps plein et au RSA, donc aux minima sociaux, ce qui est quand même pas très logique. Et ensuite, tous les réseaux que j'ai créés, c'est parce que j'ai vu énormément d'entrepreneuses qui ne vivaient pas de leur activité. En France, les chiffres, c'est les 2/3 qui gagnent moins de 1 500 € par mois. En fait, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour chacune d'entre elles, c'est énormément de précarité, et catastrophique au niveau global, parce qu'on a toutes les mêmes biais dont je parlais tout à l'heure, et moi y compris. Donc,
les réseaux que j'ai faits, c'est pour qu'elles vivent de leur activité, les entrepreneuses, grâce à l'entraide, les unes grâce aux autres, qu'elles aient le plus d'impact possible. Parce que souvent, elles me disent, moi, j'ai créé mon entreprise pour le sens, pas pour l'argent. Mais si tu veux avoir de l'impact, il faut que t'en vives. Et donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à la sororité, pour qu'ensemble, on voit les forces des femmes et qu'on s'appuie sur elles tout autant que sur les hommes et qu'il y ait une égalité économique. Parce que tout passe par l'égalité économique. Donc moi, j'ai fait du chemin là-dessus. J'ai beaucoup travaillé. Je suis entourée des meilleurs là-dessus qui me disent, Marie, c'est pas possible. Mais je suis pas différente, tu vois. Donc aujourd'hui, ce qui me fait vivre, ce sont mes conférences qui sont payantes. Sauf à quelques exceptions près, voilà. Mais sinon, c'est payant pour les grands groupes, principalement sur la mixité. Et puis, ce qui me permet le reste du temps, tu vois, si j'en fais 4-5 par mois, ça me permet le reste du temps d'être bénévole pour tous ces sujets qui sont pas financés. Parce que c'est pas logique que ça soit pas financé. Tu vois, toutes les transitions sont financées. La seule qui est pas financée, c'est sur la mixité. Donc, ça me permet d'être bénévole et d'avancer sur ces sujets. Mais tu sais, sur World with Women, on est des centaines déjà bénévoles. Donc, on va lancer une campagne de crowdfunding le 1er juillet. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, World with Women, et à participer parce que vraiment chaque don, chaque contribution, chaque application compte. C'est le moment d'unir nos actions, d'unir nos organisations, de voir ce qui nous rassemble et pas de voir ce qui nous divise, mais vraiment de voir ce qui fait sens pour changer les choses ensemble. On va passer au questionnaire brave. Marie, que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Je visualise tous les matins, même franchement en 2 minutes des fois, je visualise ce que j'aimerais bien qui arrive pour ma famille, pour ceux que j'aime et pour les mouvements que je contribue à porter. C'est quoi pour toi être brave? C'est avoir peur mais faire quand même. Parce que je te l'ai dit, je suis une grosse trouillarde. Mais c'est de faire quand même. Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Alors tous les matins aussi, à la fin de ma visualisation, je me dis, et vraiment elle peut être très courte, je me dis qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Parce que du coup, tu as le champ des possibles qui s'ouvre et tu fais, ah oui, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et ça, c'est le meilleur moyen d'avancer. Et ensuite, j'en parle au plus grand nombre. Ça rend fou mes équipes. Parce que je leur dis, on va faire ça. Et du coup, j'ai pas encore commencé, tu vois. Mais du coup, les gens, ils reviennent vers moi en disant, alors, t'en es où? J'ai fait ça pour mon livre, j'ai fait ça pour chacune organisation. Et du coup, je suis obligée d'avancer. C'est une des étapes du processus du courage que j'ai découvert avec toutes les entrevues que j'ai faites. En parler, il est trop tard après. On a mis le bras dans le tordeur. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Quand ma fille est née, ils ont commencé à faire plein d'examens médicaux hyper invasifs qui l'ont traumatisée. Et j'avais pas compris que c'était moi la responsable d'elle, que j'étais la responsable, j'étais sa maman. Et je déléguais encore beaucoup mon pouvoir à d'autres personnes, parce que je venais d'être maman. Je savais pas que c'était moi qui pouvais décider aussi. Et je me suis dit, plus jamais, en fait. Plus jamais. J'ai une capacité d'agir, plus jamais je la délègue. Bon, après, j'ai dû la déléguer certainement d'autres fois, mais quand il s'agit de mes proches, je veux vraiment être entendue. Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Tu sais, j'ai des figures, bien sûr, qui me viennent, comme Jacinda Ardern, qui a dirigé la Nouvelle-Zélande, qui a transformé les indicateurs pour passer du PIB à tout ce qui est intérêt général. Le PIB qui est complètement obsolète. Mais c'est surtout les gens que je rencontre. Tu vois, là, je sors d'une visio qu'on fait pour toutes les personnes qui sont intéressées par le mouvement. Et t'avais vraiment des personnes de partout, des retraités, des étudiantes, de tous les territoires qui disaient « Moi, je peux faire ça, moi, je peux faire ça ». Et en fait, je suis vraiment impressionnée par la capacité d'agir des gens. On l'a souvent enfouie. On l'a souvent mise en veilleuse, mais en fait, elle est en nous. Et parfois, il faut pas grand-chose pour la réveiller. Il faut une sorte d'auto-autorisation. Je m'autorise à le faire.
Donc c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est quand je vois les gens qui se mettent en œuvre, moi, ça m'émeut beaucoup. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? C'est trop dommage d'avoir des regrets. Je sais bien qu'il y a des choses qui paraissent impossibles, mais il faut essayer. Et vraiment, si on est nombreuses et nombreux, on peut y arriver. Mais ne jamais se dire ça marchera pas, je vais pas essayer. Mais au moins essayer. Puis ça nous mènera peut-être sur un autre chemin, on sait pas, tu vois, mais au moins essayer. Et tu vois, le 13 octobre, c'est ça, on essaye, on va porter des mesures, et c'est un début, en fait. C'est vraiment un début de quelque chose qu'on veut historique. Et au moins, j'aurais essayé. Oui. Puis ton livre, d'ailleurs, on n'en a pas suffisamment parlé, on aurait pu passer beaucoup plus de temps dessus, mais à la fin, tu as une liste d'actions que tu as prises qui montrent que tout est possible, dont manger des piranhas que tu avais pêchés les pieds dans l'eau. Moi, c'est assez impressionnant. Ah, qu'est-ce que tu dis? J'avais pas capté, on était en Amazonie, dans l'Amazonie, mais vraiment, je voulais vivre une expérience incroyable au fin fond de l'Amazonie. Donc, on était partis avec mon ex-mari et un Indien, Francesco, et en fait, on était vraiment au fin fond du fin fond. Il y avait une pirogue qui venait nous rechercher une semaine plus tard et j'avais les pieds dans l'eau. Je me rendais pas compte que 2 minutes après, il nous faisait sortir de l'eau et qu'on allait pêcher les piranhas et j'avais les pieds dans l'eau juste avant. J'avais pas capté ça. Et Francesco, malheureusement, il a été piqué parce que là-bas tout est mortel. Hein. En fait, j'avais pas capté. Moi, j'avais pris plein d'anti-moustiques et tout, mais tout est mortel. Et il avait été piqué par un scorpion au niveau du cœur en remettant son sac à dos. Et on a cru qu'il mourrait. Et j'ai passé la première nuit dans la forêt à lui tenir la main et à lui parler toute la nuit pour pas qu'il s'évanouisse et qu'il meure, en fait, parce qu'il s'était déjà venu plusieurs fois, parce qu'il m'avait dit si je m'endors, c'est pas bon, donc je vais tenu la main pendant toute la nuit, je vais parler toute la nuit. Et avec, on entendait des jaguars autour, j'avais une bougie dans la main pour éloigner les animaux. J'ai eu mes premiers cheveux blancs quelques jours après. Et le lendemain, il était en vie, heureusement, et on a réussi à rejoindre une vieille indienne et on est resté là plusieurs jours, mais ça a été très très dur jusqu'à ce qu'on puisse l'emmener à l'hôpital. Donc c'était une aventure parmi d'autres. Oui, mais quand on lit ton livre, justement, ça nous donne envie. Tu nous donnes une énergie de faire des choses qu'on n'a jamais faites. On a envie de te suivre dans ton aventure. Puis l'autre chose que j'aimerais dire en terminant, c'est à quel point je me réjouis que tu aies rencontré l'amour de ta vie et qu'ensemble, vous formiez une magnifique famille avec 4 enfants, une famille reconstituée. Puis que ta vie, dans le fond, c'est la preuve de tout ce qu'on avance chez Brave, c'est-à-dire quand on ose, quand on a le courage de poser des gestes difficiles, courageux, on a un impact. Et aussi, l'impact, il est extrêmement positif et souvent, il contribue, moi je pense, très souvent, il contribue à la paix dans le monde. Alors, Marie, pour l'ensemble de ton œuvre, je tiens à te remercier pour le temps que tu as pris aujourd'hui avec moi. Merci infiniment. Merci Marie-Josée de mettre en avant des personnes qui ont envie que ça change et parce qu'on est tellement nombreux et nombreuses. Et je sais que moi, tu vois, il y a quelques années, quand j'écoutais des personnes, ça m'a donné aussi envie de me dire, ouais, en fait, on peut aller plus loin encore. Donc, merci pour ce que tu fais et j'espère que vous serez nombreux le 13 octobre et nombreuses à être avec nous. Merci beaucoup. Marie est une grande force, clairement une source d'inspiration pour moi. Ce que je retiens le plus de son histoire sont ses périodes de jachère, dont elle a profité, si on peut le dire ainsi. Pour elle, ce sont les meilleurs moments pour choisir qui on veut vraiment devenir. Si vous êtes dans une période plus creuse actuellement, cela peut vous donner de l'espoir. Sinon, lors du prochain creux, assurons-nous tous ensemble d'en profiter. Merci d'avoir été là, chers braves, et à très bientôt. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.